Oui, alors merci de m'accueillir parmi vous ce soir. Effectivement, le petit ouvrage que j'ai sorti il y a peu de temps chez Bourrin Éditeur, qui s'appelle Sabordage, et avec en sous-titre Comment la France détruit sa puissance, c'est un ouvrage qui me tenait à cœur depuis pas mal d'années. Et l'objectif de l'ouvrage, c'était, comme vient de le dire Pierre-Yves, d'essayer de soulever un débat qui est déjà très ancien, mais qui, pour des tas de raisons, n'arrivait pas à éclore. Alors moi, j'ai une chance parmi beaucoup d'autres. D'aucuns diraient que c'est une très forte malchance, mais sur ce point-là, pour une fois, c'est une chance. C'est-à-dire qu'un ancien militant d'extrême gauche parle de cette question-là, et de fait, en soi, plus facile, moins diabolisant, et permet de dire un certain nombre de choses que d'autres ne pourraient pas dire. Ou s'il les disait, ça serait immédiatement interprété, bien entendu, comme un propos fascistoïde. Moi, je ne cache pas mon passé, je ne le renie pas non plus, pour tout un tas de raisons, et surtout pour un point essentiel d'ailleurs, c'est que ce passé m'a permis en partie de construire tout l'enseignement qui est aujourd'hui donné au sein de l'école de guerre économique. Alors construit comment et sur quelle base ? Sur plusieurs éléments en fait. La première chose, c'est que quand on s'engage politiquement, il y a deux manières de s'engager politiquement. Il y a foncer droit et se poser aucune question, et puis l'autre manière, c'est de se poser des questions. Moi, je crois que dans mon parcours, j'ai plutôt été dans la deuxième catégorie, c'est-à-dire que j'ai essayé de comprendre relativement jeune pourquoi l'Europe de l'époque, des années 70, était-elle dans cet état? Et comment se faisait-il que moi, jeune parmi d'autres, je me retrouve d'un certain côté de l'échiquier en essayant de comprendre ce qui pouvait se passer aussi bien en France, mais pas qu'en France, notamment en Italie et dans certains autres pays. Et là, le souci d'essayer de comprendre m'a amené très vite à un concept qui est aujourd'hui un concept majeur de l'école de guerre économique, qui est l'analyse comparée. L'analyse comparée des situations. Et c'est vrai qu'à l'époque, moi, jeune gauchiste, allant par exemple en Italie, je croyais que la France était, par définition, le pays où il se passait le plus de choses. Puisque la France, vue de l'extrême gauche, se vivait déjà comme ça. En fait, en allant en Italie, je me suis rendu compte que c'était pas tout à fait ce que je croyais. J'ai vu un pays où, effectivement, contrairement à la France, il y avait une situation très différente, beaucoup plus riche, beaucoup plus diversifiée, beaucoup plus compliquée. Et là, j'ai commencé à comprendre qu'en comparant des situations, on pouvait un peu mieux situer des enjeux, des débats, et commencer déjà à décrypter la situation. C'est-à-dire qu'en Italie, je me suis très vite rendu compte qu'il y avait une grande différence entre un homme comme Negri, qui dirigeait un certain mouvement, qui s'appelait l'Autonomie ouvrière, et les Brigades rouges. Et quand effectivement, en 1978, cet homme est accusé d'être le leader des Brigades rouges, j'ai compris que déjà à ce moment-là, il y avait un problème d'interprétation des choses. Donc, analyse comparée. Cette analyse comparée, on va la retrouver beaucoup plus tard dans le rapport Martre, puisque c'est sa première partie. Et l'objectif de cette analyse comparée, c'était justement, déjà au moment du rapport Martre, d'essayer de faire émerger une réflexion, comme l'a dit Pierre-Yves, complètement différente sur la puissance, c'est-à-dire non pas en partant des grilles de lecture classiques, que ce soit Carl Schmitt ou Raymond Aron ou d'autres, mais en essayant de, à la sortie de la guerre froide, de situer l'importance de l'économie dans les rapports de force. Et situer l'importance de l'économie dans les rapports de force, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire s'extraire des grilles de lecture habituelles, celles notamment des écoles de commerce, à savoir qu'un rapport de force ne peut être que concurrentiel, qu'on était dans un monde mondialisé, et que les rapports de force entre les puissances, sur le plan économique, ça ne voulait pas dire grand-chose à la fin des années 80.
En fait, ça voulait dire déjà énormément de choses. Et c'est la raison pour laquelle, pour essayer de pointer du doigt dans cette direction, qu'est-ce qu'on a fait? On a comparé des situations de pays différentes, et en prenant, bien entendu, le pays de référence, la première économie du monde, les États-Unis, et en essayant de comprendre pourquoi d'autres pays avaient un niveau de classement important dans l'économie mondiale, je pense à l'époque à l'Allemagne et au Japon en particulier, et comment expliquer les différences de vécu entre ces pays, de matrices culturelles, de schémas, d'organisation, et la manière absolument pas linéaire de progression de tel ou tel pays à travers son histoire. Donc cette notion d'analyse comparée a été très très importante, car elle nous a permis à ce moment-là de dire, dans un endroit théoriquement très démocratique, commissariat général au plan, mais pas tant que ça finalement, parce que je me suis rendu compte que dans cet endroit, le mot puissance était déjà, à ce moment-là, un sujet tabou. On a essayé justement, en contournant les obstacles, dans cette première partie du rapport Martre, d'expliquer que pour comprendre la réalité des États-Unis d'Amérique, pour comprendre la réalité de l'Allemagne, pour comprendre la réalité du Japon, la grille de lecture classique enseignée dans les écoles de commerce était totalement insuffisante. Qu'il y avait d'autres réalités, d'autres cheminements, et cette première pierre a été très importante. Pourquoi? Parce que, heureusement, à l'époque, le Japon était sous les feux de l'actualité, et ça nous a servi de prétexte pour libérer un peu la parole. C'est-à-dire, comment expliquer un pays qui, en un peu plus d'un siècle, sortant d'une période d'enfermement majeur de plusieurs siècles, et volontaire pour éviter de se faire coloniser, s'était hissé au deuxième rang de l'économie mondiale. Comment expliquer ça? Et en commençant à réfléchir sur le sujet, on s'est rendu compte que le Japon, lorsqu'il a bâti durant l'ère Meiji ce fameux slogan un pays lié à une armée forte, mais aussi obligatoirement à une économie puissante. L'articulation entre la dimension militaire et la dimension économique. Et ça, c'est déjà quelque chose qui sort des sentiers battus. C'est-à-dire que la réalité du Japon, pays qui, je le répète, ne veut pas se faire coloniser, pas tout à fait neutre cette expression, pour ne pas se faire coloniser, il va bâtir, à l'époque on n'appelait pas du tout ça un modèle, mais Benoît Méchain, dans le premier tome de l'histoire de l'armée allemande, il y a un chapitre là-dessus, l'explique 1000 fois mieux que moi, c'est-à-dire qu'il va bâtir une stratégie de puissance en passant justement par la case économie, en s'appropriant tout un tas de savoir-faire qu'il n'a pas, de modèles d'organisation, un schéma de planification, et à partir de là, effectivement, en un peu plus d'un siècle, avec au milieu cette défaite de la Seconde Guerre mondiale, donc de 1945, il réussira envers et contre tout à se hisser au deuxième rang mondial. Sans entrer dans le détail, non pas par une politique de rattrapage, comme dirait Michel Rocard, mais par une politique de raccourci, ce qui n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire une politique de raccourci, ça veut dire quoi? Ça veut dire comment ruser, comment tromper, comment piller, comment copier, comment aller vite, comment déterminer les schémas les plus intéressants pour, dans un premier temps, protéger sa réalité en termes d'unité nationale et dans un second temps, partir au-delà de ses frontières à la conquête de quelque chose et pas simplement une sphère de coprospérité asiatique, mais un positionnement en termes de puissance mondiale, un jeu particulièrement rusé et qui va très très vite, bien entendu, attirer l'attention de puissances qui ne veulent pas voir le Japon jouer ce rôle dans sa zone géographique dans un premier temps, voire dans une zone plus large dans un second temps. Donc ça, au commissariat du plan, il fallait pour parler de ça, avoir un certain langage, ne pas décevoir l'école ultra-libérale qui ne voulait pas entendre parler de ça, et ne pas décevoir non plus l'école progressiste qui ne voulait pas non plus entendre parler de ça. Quand on a
parler de l'Allemagne, c'est la même chose, c'est-à-dire l'Allemagne, à la fin des années 80, essayait de faire comprendre qu'il y avait dans ce pays battu militairement en 1945 comme le Japon, un désir de puissance caché, encore fallait-il l'identifier et par quels moyens. Et par le biais économique, et là on a eu la chance d'avoir des étudiants qui travaillaient en fin d'études dans des structures allemandes, je pense notamment à un étudiant alsacien avec qui j'étais en relation qui travaillait pour une structure financée par le Sénat de Berlin et des entreprises berlinoises. On a eu des remontées d'informations très très intéressantes sur la manière dont l'Allemagne se préparait à la chute du mur, sur la manière dont l'Allemagne était en train de cartographier les acteurs économiques dans les pays de l'Est, sur la manière dont l'Allemagne avait en fait très fortement intégré une idée de puissance en passant par le biais économique. Et cette idée de puissance, c'est ce qu'on n'a jamais, bien entendu, évacué, notamment dans les 17 ans de GE. C'est-à-dire comment se manifeste-t-elle, quelle est sa force et surtout comment les Allemands réussissent-ils une fois de plus à nous leurrer. Je ne dis pas ça pour les diaboliser, je dis ça parce que c'est un facteur d'excellence, leurrer l'autre, comme ils l'ont fait après le traité de Versailles en reconstituant un esprit militaire à côté de la Reichswehr et avec, je vous renvoie une fois de plus à ce que Benoît Béchin a parfaitement analysé avant qu'ils deviennent collaborateurs. Donc, cette question-là de l'analyse de la montée en puissance d'un pays, soit pour éviter la colonisation, le Japon, soit pour des raisons d'espace vital, même si c'était absolument inavouable après la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne, comment expliquer que nous sommes là dans des schémas de stratégie d'accroissement de puissance par des démarches économiques où on a des intérêts croisés, publics et privés. Analyse comparée, terme. Premier terme, première brique de constitution d'une grille de lecture. Deuxième brique de constitution d'une grille de lecture, travailler sur qu'est-ce que c'est que l'accroissement de puissance par une stratégie économique. Ça peut sembler d'une banalité absolue aujourd'hui, je peux vous assurer qu'il y a 20 ans, ça ne l'était pas, et quand je discute avec des politiques aujourd'hui de différents bords, et notamment de ceux qui sont très fortement représentés au Parlement, ça ne veut toujours rien dire. Ça ne veut toujours rien dire. L'accroissement de puissance par une stratégie économique, c'est une langue rare qui n'est pas pratiquée au sein de l'inspection des finances. C'est clair. Pour ne citer qu'elle, à part quelques personnes comme Asselineau et d'autres, mais qui ont toujours été considérées comme des personnes plutôt à contre-courant ou à contre-pied de leur corps d'origine. Donc, cette notion de grille de lecture, c'est ce qu'on va pas à pas essayer de construire, parce que je me suis très vite rendu compte, en discutant notamment avec des militaires français, avec des officiers généraux, car dans ma propre histoire, ces militaires, je ne parle pas du système là, je parle des militaires à titre individuel, ont joué un rôle très très important. Petite parenthèse, pourquoi ? Parce que, premièrement, ces gens-là, contrairement à ce que je peux voir, et encore aujourd'hui, c'est-à-dire, c'est un militant d'extrême gauche, donc il est marqué à vie, il ne peut pas changer. Je me souviens d'une petite réflexion sur le site Le Salon Belge, que je ne critique pas pour ses positions, mais je parle là des commentaires. Et ces militaires n'ont pas eu cette attitude, justement. Ces militaires ont eu une autre attitude, qui était, 1, d'essayer de comprendre pourquoi j'avais eu ce parcours, 2, de ne pas essayer de me manipuler comme un repenti indissocié ou je ne sais quoi, mais d'essayer de voir en quoi ce parcours comportait-il des éléments intéressants. Et c'est ce qui m'a amené à discuter avec des gens pour lesquels j'ai le plus grand respect, le général de Marolles, paix à son âme, avec qui, ayant quitté ses anciennes fonctions, j'ai eu des centaines d'heures de discussion, et je ne grossis pas le chiffre. Pourquoi ? Parce que cet homme-là, contrairement à beaucoup d'autres militaires, n'était pas ce qu'on appelle un casque à boulons avec l'idéologie vissée sur la tête,
mais était au contraire un homme subtil qui comprenait très bien les situations autres que les siennes. Et même si on ne partageait pas les mêmes idées, le général de Marolles était resté très pro-atlantiste sur la fin de sa vie, on avait énormément de points de compréhension. Et par exemple, ce qui m'avait beaucoup séduit, entre guillemets, dans les propos que j'avais avec lui, c'est quand il m'a expliqué comment il a reconstitué au début des années 70 la culture du service action du SDEC à l'époque, le DGEC aujourd'hui, à partir de son expérience quand il était avec son radio dans le maquis Bellounis durant la guerre d'Algérie, dans une position relativement scadreuse, mais où il m'a expliqué ce qu'il avait tiré de la culture subversive et comment il en avait, je dirais, extrait un certain nombre de leçons qui lui avaient été très utiles pour reconstituer la culture du service action qui avait subi bien des malheurs depuis la fin de la guerre d'Algérie à l'époque. Ça veut dire quoi, ça? C'est un autre mot que je fais apparaître, qui n'est pas de moi, mais qui m'a beaucoup intéressé. C'est le mot syncrétisme. Syncrétisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette reconstruction pour essayer de faire émerger le concept de puissance, sans qu'il soit diabolisé par l'idéologie, ou par la chape de plomb qu'on connaît bien, il fallait fusionner des éléments de culture. Et il fallait fusionner des éléments de culture d'origine très différente. Et c'est ce que j'ai fait avec ces militaires, et pas qu'avec le général de Marolles, bien entendu avec le général Pichot-Duclos. On avait un point commun, Pichot-Duclos et moi. Pichot-Duclos, le point commun, c'est la prison. C'est-à-dire que Pichot-Duclos est arrivé jeune sous-lieutenant au 1er régiment étranger de parachutistes. 3 semaines plus tard, c'était le putsch d'Alger. Il y a participé, mais comme il était jeune, il n'est pas allé. Il a été emprisonné peu de temps. Il s'est retrouvé dans une unité de tirailleurs. Il a fini la guerre d'Algérie dans cette unité. Puis ensuite, il a eu un parcours assez intéressant. Et l'originalité de Pichot-Duclos, je tiens quand même à la signaler, même s'il n'est plus là pour en parler, c'est d'avoir, alors qu'on lui avait fermé bien entendu les portes du renseignement, et notamment du SDEC, là où il aurait aimé exercer la suite de sa carrière, fait à travers le poste d'attaché de défense, enfin les 2 postes qu'il a occupés autour de cette fonction, dans les pays de l'Est, à l'époque de la guerre froide, en Tchécoslovaquie puis en Pologne, il a, je pense, réussi à revivifier cette notion de renseignement, alors que tous les postes SDEC étaient cramés à l'Est depuis bien longtemps. Il a réussi à faire des choses intéressantes contre le système. Il me rappelait un jour un chef d'état-major des armées qui lui disait « Pichot-Duclos, je vous interdis de faire du renseignement ». C'est intéressant comme réflexion. Mais cet homme, tout en servant son pays, tout en faisant amende honorable sur son passé, a réussi à innover, et y compris quand il est devenu patron d'une troupe de chasseurs alpins, je ne sais plus quel était le BC en question, mais bref, cet homme a été créatif. Mais vous savez, quand un militaire est créatif, il ne signe pas en bas de la page la restitution de ses écrits. Mais c'était un créatif, au même titre que Marolles, au même titre d'une certaine manière que le général Mertmet, au même titre que cet ancien enfant de troupe, le général Coulon, qui a terminé à un poste très prestigieux dans la Légion étrangère, au même titre que l'amiral Labouéry. Il y avait là, dans tous ces personnages issus du monde militaire, j'ose le dire, une aventure humaine. Cette aventure humaine, vécue au sein du groupe Défense Conseil International, décalée par rapport au groupe, mais bien réelle, elle nous a permis de consolider l'émergence de cette grille de lecture. Sans ces militaires, je le dis, nous n'aurions pas pu faire le rapport Marbre. La logistique n'aurait pas été là, l'appui financier et beaucoup d'autres choses. Et surtout, ce qui était fondamental, la confiance qu'ils m'ont accordée, à moi et à d'autres, pour commencer cette marche, cette longue marche qui a duré une vingtaine d'années. C'est un élément essentiel, pourquoi? Parce que ces gens-là étaient des patriotes, aimaient leur pays,
s'inquiétaient de son devenir, n'étaient pas du tout des idéologues, ne cherchaient pas forcément un chemin politique plutôt qu'un autre. Ils étaient ce que j'appelle dans une démarche d'unité nationale au sens strict du terme et au sens patriotique du terme, sans aucune connotation idéologique. Grâce à ces personnes, et je leur rends hommage ce soir, grâce à ces personnes, on a pu progressivement, contre vent et marée, poursuivre dans cette direction, malgré la méfiance du système épidermique, et qui a duré très longtemps. Mais peu importe, ça fait partie du jeu, c'est normal, et ça ne m'étonne pas, et j'assume. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y aurait pas eu ces hommes, je n'aurais pas écrit cet abordage. Je n'aurais même pas pu écrire ou faire écrire le manuel de l'intelligence économique, et je n'aurais certainement pas contribué à créer l'école de guerre économique. Donc ça, je crois qu'il ne faut pas oublier cette place. Vous savez, les militaires, souvent on les oublie au passage, on ne resitue pas leur importance dans des cheminements. Là, j'insiste, elle a été déterminante. De même qu'a été déterminante aussi, et pour d'autres raisons, l'attitude de certains hauts fonctionnaires de l'État français. Je pense notamment à Jean-Pierre Pochon, qui a eu un certain nombre de fonctions au sein de la DST, puis des RGPP, puis de la direction du renseignement de la DGSE, et qui lui aussi, à sa manière, a fait avancer les choses en permettant des contacts, des dialogues et des réalités qui petit à petit ont consolidé cette démarche. Car sans ces hommes, il n'y aurait pas eu consolidation. Alors cette démarche, justement, comment elle va petit à petit prendre corps? Envers et contre tout. Elle va prendre corps tout simplement parce que l'histoire récente, étape après étape, va lui donner raison. Comment? D'abord parce que l'obstacle principal, qui est toujours là, c'était d'essayer de réfléchir sur la puissance en sortant des grilles de lecture classiques. Réfléchir sur la puissance en sortant des grilles de lecture classiques, qu'est-ce que ça veut dire? En ce moment, je suis en train de travailler sur un ouvrage d'un Français qui dirige la filiale française du cabinet de conseil allemand Roland Berger, et qui vient de sortir un livre en anglais qui s'inspire justement de toute l'expérience américaine dans l'expérience Omaba, côté entreprise, et qui théorise un peu les nouvelles pratiques managériales. C'est un livre intéressant, qui s'intéresse aussi à l'expérience chinoise, mais c'est un livre qui a un défaut principal, récurrent dans ce milieu, c'est qu'il n'y a pas de grille de lecture sur les problématiques de puissance telles que je les définissais initialement. L'accroissement de puissance par l'économie n'est pas dans ce livre. Et c'est bien dommage, pourquoi? Parce que ce livre nous parle de choses très intéressantes. Nous parle du monde incertain, nous parle de toutes les mutations en cours, nous parle des nouvelles manières de diriger les entreprises, et il y a des choses à prendre dans ce livre. Mais, et c'est tout le problème, il y a hélas un flou qui masque toute une partie de la réalité. Cette réalité, c'est quoi? C'est la manière dont la superpuissance mondiale du moment, les États-Unis, ont réussi le plus beau storytelling que je connaisse dans l'histoire humaine. Qu'est-ce que c'est? C'est de faire oublier tout simplement que ce pays, depuis sa naissance, n'avait qu'une idée en tête, c'est devenir la première puissance du monde. Et ça a l'air une banalité absolue, mais c'est quelque chose qui est archi fondamental. Or, ce constat, aujourd'hui, encore aujourd'hui, il est particulièrement difficile à mettre en avant, malgré tous les éléments de référence. Quand je travaille sur la colonisation comme expression très didactique de la guerre économique, et que je constate par exemple que sur le continent nord-américain, comme sur le continent latino-américain, la colonisation n'a pas été qu'une belle aventure humaine, c'était un objectif d'abord essentiellement de recherche de ressources,
avec les conséquences qu'on sait pour les populations qui les détenaient, et pas simplement un problème de transfert de maladies, avec des génocides réels, notamment par le biais de l'esclavage, et que sur le continent nord-américain, ça ne s'est pas passé simplement. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on admet qu'il s'est passé des choses côté latino-américain, et on oublie beaucoup ce qui s'est passé sur le continent nord-américain. Et dans mon livre, justement, dans cet abordage, je cite un livre qui est sorti, je crois, en 1954, d'un prof illustre d'Harvard sur Christophe Colomb. Et il y a une page dans ce livre, qui en fait plusieurs centaines, qui dit « L'expérience de la colonisation sur l'ensemble des Amériques a été un génocide total. » Mais, rajoute-t-il, ce n'est pas grave, étant donné le résultat. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est là où ça devient intéressant, pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'effectivement, lorsqu'on étudie cette histoire de manière assez réaliste, et lorsqu'on est interpellé aujourd'hui, par exemple quand la SNCF, vous connaissez aussi bien l'événement, se fait attaquer par des membres de la Chambre des représentants aux États-Unis pour le rôle qu'elle a joué durant la Seconde Guerre mondiale, personne, en écho à cette attaque, ne va dire aux États-Unis « Mais que s'est-il passé quand les compagnies de chemin de fer américaines sont parties vers la côte Pacifique ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Quel est le coût humain ? Et pas simplement parce que la tâche était difficile. Quel est le coût humain en manœuvres politico-militaires, en extermination de population, etc., etc. Et quelles sont les indemnités à réclamer dans ce cas-là ? Et pas simplement pour quelques casinos qui survivent dans des réserves indiennes. Quelles sont les indemnités ? Ce débat-là n'existe pas. D'où son actualité. D'où son actualité. J'en reviens au point de départ. Il est, en 2014, encore particulièrement difficile de mettre en avant un certain nombre d'éléments sur les États-Unis. Je ne dis pas ça pour diaboliser les États-Unis. Aucun peuple, aucun pays n'est dépourvu de défauts. Et dans la logique des empires, c'est exactement la même chose. Je dis ça simplement parce que quand je rappelle que les États-Unis ont réalisé le plus beau storytelling de l'histoire, c'est-à-dire comment s'inventer une réputation, eh bien, c'est par ces éléments-là que je le vois pas à pas. Exemple, deuxième exemple, lorsqu'un membre de la Chambre des représentants aux États-Unis en 1947 interpelle le pouvoir exécutif américain sur une question simple, citée dans le dernier livre de Philippe Grasset, L'homme qui fait le site des Defensa, pourquoi la Banque de réserve fédérale américaine, quelques années à peine le début de la crise de 29, c'est-à-dire au moment où Hitler est au pouvoir depuis 2 ans en Allemagne, prête-t-elle à l'Allemagne 30 milliards de dollars à l'époque ? C'est une information intéressante. La réponse est très simple, parce que les États-Unis veulent que l'Allemagne tape l'URSS sur le plan militaire, car l'URSS était l'ennemi, point. Et très logiquement. Mais rien que cela, ce qui s'intègre très très bien dans l'explication historique, ça ne peut pas rentrer dans le storytelling. Car si on rentre des éléments de ce type, de la colonisation américaine jusqu'à l'époque actuelle, le storytelling ne tient pas. On est dans une autre réelle politique, et c'est là que le problème central est posé. Pourquoi c'est un problème central ? Si on analyse chaque empire, quelle que soit sa civilisation et son origine, on trouvera des choses équivalentes. Proportions différentes, bien sûr. Mais on trouvera des choses équivalentes. Aucun empire, aucun peuple n'a les mains propres. Ça n'existe pas. En revanche, là où c'est devenu un problème, c'est que dans la situation actuelle, cette constitution lente d'une grille de lecture sur la puissance, impliquait d'avoir une analyse lucide sur les États-Unis.
Une analyse lucide sur les États-Unis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les États-Unis, comme les autres empires, doivent être analysés en tant que tels. Quand Christine Ockrent fait son émission Affaires étrangères sur France Culture, elle parle de la Russie en parlant d'empire, elle ne parle pas des États-Unis en parlant d'empire, et c'est là où il y a un problème. C'est là où il y a un contresens de sa part. Car les États-Unis sont un empire. Qu'ont-ils fait aux Philippines? Qu'ont-ils fait à Hawaï? Qu'ont-ils fait à Porto Rico? Et la liste, on peut la dessiner. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la modernisation de terres en détresse. Donc il y a un problème. Et c'est vrai que dans l'esprit public, sur France Culture, émission que j'adore, Nicolas de Bourlange a quelques oublis sur ces questions-là, dans sa propre grille de lecture. Et c'est bien dommage, puisqu'il est professeur à l'Institut d'études politiques de Paris. Car ça serait utile aux étudiants de cette honorable institution que j'ai fréquentée d'avoir un certain nombre de points de repère. Non pas, je le répète, pour diaboliser les États-Unis, le problème n'est pas là, mais pour qu'on ait une vision réaliste des choses. Une vision réaliste des choses. Car, si on veut créer une grille de lecture sur la notion de puissance, il est absolument impératif d'avoir cette vision réaliste. Pour avoir cette vision réaliste, nous devons très lucidement être capables à la fois de nous regarder nous-mêmes et de regarder les autres. Et de nous poser des questions essentielles sur ça. Donc, j'ai bien compris dans les années 90 qu'il était pratiquement impossible, durant cette décennie, d'aborder la question américaine. C'était impossible. Y compris dans ce que j'appelle ces queues de comète, dans les stratégies d'influence, etc. Il a donc fallu faire avec. Faire avec, ça veut dire quoi? Attendre la démonstration par ce qui allait se passer au niveau de la scène internationale. Et il a donc fallu attendre la réactivité russe par la démarche de Poutine sur le gaz. Car là, cet événement-là ne pouvait pas être considéré comme le clapotis de l'agonie du rôle de la puissance. Désolé, monsieur Bertrand Badi. Non, c'était au contraire la démonstration très didactique d'un pays qui ne voulait pas se faire prendre par la superpuissance, qui était les États-Unis, et qui était en situation de réaction, et qui se battait difficilement d'ailleurs, avec ses propres armes. Aujourd'hui, aux États-Unis, Poutine est défini comme un ogre. C'est un peu simple comme rhétorique. Lorsque les États-Unis ont fracassé l'Irak par la guerre en Irak, quelle est l'image qu'on pourrait leur donner à ce niveau-là? Fracasser un pays. Au nom de quelle cause et pour quel objectif? Donc, vous vous doutez bien que le problème américain a pesé très lourdement sur le cheminement de notre réflexion. Et continue d'ailleurs à peser sur le cheminement de notre réflexion. Qu'est-ce qui a fait un peu bouger les lignes? Le fait que les États-Unis s'affaiblissent. Dans quel domaine? Premier signal fort qu'on s'est très vite empressé d'oublier, la guerre du Vietnam. La guerre du Vietnam, pourquoi c'est un affaiblissement objectif des États-Unis? Tout simplement parce que ils ont perdu cette guerre au niveau de l'image, et non pas au niveau militaire, et qu'ils n'ont pas compris comment ils la perdaient au niveau de l'image, alors que théoriquement, déjà à ce moment-là, ils étaient la puissance le plus avancée dans la maîtrise des champs informationnels de toute nature. Les États-Unis n'ont pas compris comment ils étaient en train de perdre la guerre du Vietnam. Je le répète, au niveau de l'image.
au niveau du ressenti, au niveau du rapport à l'opinion publique, de leur opinion publique, etc. Et ça, c'est pas tout à fait anodin. C'est une première défaite structurelle lourde du système américain. Et une défaite structurelle sur la pointe avancée la plus développée de ce système. Premier genou à terre. Il le relève. Mais par la suite, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu d'autres événements très démonstratifs qui montraient que ce pays, à travers l'Irak, à travers l'Afghanistan, et je ne vais pas m'étendre sur la démonstration, avait de plus en plus de difficultés à imposer ce qui était la pointe de diamant de ce storytelling, c'est-à-dire nous sommes les garants de la démocratie et de l'implantation de la démocratie dans un pays ou dans la plupart des pays du monde. Ce miroir-là a volé en éclats depuis quelques années. Et croyez-moi, ce n'est pas un détail. Les États-Unis aujourd'hui, quand ils disent « nous défendons la démocratie », ce message a du mal à passer. Et pourquoi il a du mal à passer? Parce qu'ils ont fracassé un peuple qui s'appelle le peuple irakien. J'ai bien dit fracassé. On ne fracasse pas un peuple quand on prétend défendre la démocratie. C'est antinomique. Et ça, ce coup a beaucoup plus de valeur que l'espionnage quotidien de la NSC. Pourquoi? Parce qu'il est ancré au cœur de l'antithèse de leur démonstration depuis la création de leur République. Ils ne peuvent plus prétendre défendre la démocratie, car ils ont échoué dans son implantation dans un certain nombre de pays du monde. Et je ne dis pas échoué de manière irréversible, je dis que eux ont échoué. Ce point-là est très important. Pourquoi? Parce que cette notion d'affaiblissement, sur la pointe de diamant de leur système, c'est-à-dire là où ils se sentaient les plus forts, a des répercussions. A des répercussions. Quelles sont ces répercussions? Ces répercussions, c'est quand un empire ne fait plus passer son discours au premier degré. Il s'affaiblit. Je me souviens toujours au Collège intermédiaire de défense d'un officier britannique qui un jour m'a fait un mémoire sur la grille de lecture de la puissance britannique à travers les siècles. Et à un moment donné, à la fin de son mémoire, il dit, au moment de la période victorienne, qu'est-ce qui fait voler en éclats le discours porteur de l'Empire britannique? Ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Des Blancs s'affrontent à des Blancs. Et pas n'importe comment. N'oubliez pas les pratiques assez dures de l'armée britannique, puisque c'est là qu'on crée des camps de concentration. Cet affrontement a fait voler en éclats l'unité du discours idéologique de l'Empire victorien. C'est l'officier britannique qui parle. Le soutien populaire à l'idée d'empire s'est écroulé sur cette contradiction principale. Ce qui veut dire très clairement que ce qui arrive aux États-Unis aujourd'hui est arrivé à l'Empire britannique à une autre période de l'histoire. Et lorsqu'un empire perd cette puissance de propagande en termes de légitimité, il s'affaiblit. Et je n'ai pas besoin de rentrer sur le montant de la dette, sur le débat autour du nombre de porte-avions américains, sur la réduction des capacités de projection de forces militaires sur plusieurs théâtres d'opération en même temps, etc., etc. Cet affaiblissement qui commence à être ressenti sournoisement dans un certain nombre de pays, notamment en Europe. C'est cet affaiblissement-là qui a fait bouger les lignes et qui permet quoi? Qui permet que, au-delà des logiques un peu figées à la Bertrand Badi,
on se pose des questions sérieuses. À savoir, mais si ce pays s'affaiblit, que va-t-il se passer pour nous? Et là où la ligne est en train de bouger très fortement en Europe, c'est que vous l'avez bien compris, nous sommes dans un pays qui ne s'est jamais remis de la défaite de juin 40. Jamais. Ne rêvons pas, jamais. Dire le contraire, c'est vraiment faire de la self-deception dans l'art le plus raffiné qu'on puisse avoir. Monsieur Talleyrand à côté est un petit garçon en culotte courte par rapport à ça. Ça veut dire quoi? On ne s'est jamais remis de ça, ça veut dire qu'effectivement, en travaillant sur la mentalité des élites françaises, sur un champ très très large qui va de l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par la droite, le centre et la gauche, j'ai quand même bien cerné une constante qui était que cette réalité de puissance américaine, qu'on la conteste ou qu'on y adhère, était très fortement ancrée dans les esprits. Et que tant qu'elle était ancrée à ce point dans les esprits, il était impossible de faire émerger un débat sur cette notion de puissance. Strictement impossible. Et je dis bien que ce soit dans les détracteurs que dans les supporters. Et c'est là le nœud gordien le plus dur d'ailleurs. Car si au moins les détracteurs avaient un discours juste sur la question, j'ai envie de dire ça se saurait, et c'est pas du tout le cas. Et c'est pas du tout le cas. Donc, cet affaiblissement a été le bouchon allumeur de l'émergence d'une possibilité de, non pas revaloriser la notion de puissance, mais enfin de se poser des questions simples sur le mot. Sa signification, par quoi il se traduit, et c'est pour ça que je parle de grille de lecture. Alors comment en arriver à une véritable grille de lecture? D'abord parce qu'aujourd'hui, je vous l'ai dit, en Europe, il y a des gens dans la haute administration, dans le monde de l'entreprise, qui se disent si les États-Unis s'affaiblissent, que va-t-il advenir? Ce qui veut dire concrètement que ces personnes-là commencent à s'interroger sur mais comment faire? Je ne dis pas que ces personnes font une relecture de l'histoire ancienne. Une relecture de l'histoire ancienne, pour moi, c'est par exemple revenir sur le début de la Ve République, lire ou relire ce que j'ai fait, les livres d'Alain Perfit ou ceux de Jacques Foccart sur De Gaulle, et découvrir cette formule de De Gaulle, les États-Unis sont une puissance dangereuse, formule prononcée au milieu des années 60, voire au tout début des années 60. Pourquoi le général De Gaulle a-t-il qualifié les États-Unis de puissance dangereuse? Intéressant. Pas une question qu'on pose au grand oral de Sciences Po, ça. Mais c'est une question très intéressante. Pourquoi a-t-il dit ça? Est-ce qu'il était devenu fou? Ou est-ce qu'au contraire, c'était sous-tendu par un véritable discours traçant de la guerre jusqu'à son époque une ligne peut-être pas droite, mais intéressante à étudier. Pourquoi De Gaulle disait ça? De Gaulle disait ça tout simplement parce qu'il estimait que les États-Unis, certes, assuraient la sécurité du monde occidental, et c'était une réalité à l'époque, tout à fait objective, mais dans leur démarche propre, avec leurs objectifs propres, ils introduisaient une fragilité, et pas n'importe laquelle. Et c'est là-dessus que De Gaulle s'arrêtait, en disant « ils sont une puissance dangereuse ». Dans le sens où les États-Unis n'essayaient pas de construire un monde occidental avec une sorte de respect mutuel tout en tenant compte des différences de niveau et d'ordre de grandeur, mais tout simplement voulaient soumettre à leurs objectifs un certain nombre de pays. Et c'est tout à fait différent. Et c'est tout à fait différent. Donc, il est clair qu'aujourd'hui,
Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, mais ce qui est intéressant, c'est de revenir sur cette phrase et de la situer dans l'actualité présente, justement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en est-il de l'avenir du monde occidental dans le monde multipolaire, complexe, très très difficile à cerner dans lequel nous évoluons? Qu'en est-il du monde occidental? Est-ce que ce monde doit être lu comme le couple franco-allemand? J'espère que non. J'espère que non. Autrement dit, ce monde occidental, quelle est sa réalité? Quelle est sa réalité? Quel est le niveau d'échange, de dialogue, de complicité, de compréhension des deux côtés de l'Atlantique? Est-ce que ça a un sens de se poser cette question? Sûrement. En tout cas, c'est une question. Et c'est la question essentielle, c'est-à-dire que vous avez bien compris qu'on ne va pas l'aborder avec M. Brzezinski, ni avec M. Kagan, etc. C'est pas possible. Ces gens-là n'ont pas envie de le faire. Donc avec qui, côté nord-atlantique? Avec qui? Qui est prêt, aux États-Unis, à dire l'avenir du monde occidental sera le fruit, non pas d'un traité comme celui qui est en train d'être négocié, mais d'un vrai dialogue, d'un nouveau type de dialogue. Et pour qu'il y ait ce nouveau type de dialogue, il faut que les États-Unis relisent leur histoire, comme on nous invite très couramment à relire la nôtre. Or, si vous allez visiter les musées aux États-Unis, vous verrez qu'il n'y a pas trace de ce qui s'est passé avec les Indiens. Nulle part. C'est un peu gênant. Un pays qui prétend défendre l'image de la démocratie et qui n'est pas capable de réfléchir sur son histoire, éventuellement par une filmographie un peu marginale, c'est court. Les musées sont toujours une démonstration très claire de la manière dont un peuple s'assume aux yeux des autres. Or, la visite des musées américains est très intéressante. Car là, on peut s'interroger énormément sur la manière dont les États-Unis s'assument aux yeux des autres. Et je ne suis pas certain que les États-Unis osent s'assumer aux yeux des autres, comme ils devraient le faire. Et ça, tant qu'ils ne le feront pas, tant qu'ils ne feront pas ce travail difficile, compliqué, le dialogue entre l'Europe et les États-Unis restera confus, contradictoire et difficile. C'est un élément essentiel de la réflexion actuelle, car les lignes ont bougé et on sait très bien que les États-Unis de la fin des années 80 qui rêvaient à un bilatérisme lourd avec la Chine ont largement déchanté depuis. Et les États-Unis reprennent en main le dossier européen car ils ont effectivement fortement intérêt, et c'est une des données du traité transatlantique, à resserrer un peu les boulons pour éviter les fuites d'eau dans ce monde-là. Mais à leur manière, comme toujours. Autrement dit, nous avons un problème aujourd'hui, qui est pour moi le problème le plus grave et le plus important qui soit. Que faire de ce monde occidental? Je ne parle pas de l'Europe là, je parle du monde occidental. Quel type de dialogue faire germer par rapport aux problématiques de puissance, car de fait, ça impliquera ce type de dialogue. Et ça voudra dire quoi notamment? Ça voudra dire qu'il va falloir expliquer aux États-Unis d'Amérique que, vu l'évolution du monde, ils vont devoir composer avec d'autres. Composer avec d'autres. Et non pas soumettre systématiquement. Là est la base d'une éventuelle recomposition. Ils ne sont absolument pas prêts à faire ça. Pourquoi ne sont-ils pas prêts à faire ça? Parce que je m'évertue à dire depuis un certain temps que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, il n'y a pas un, mais deux mondes. Le monde matériel et le monde immatériel. Et que les États-Unis, très intelligemment, ont joué sur la mutation de leur puissance sur le monde immatériel.
en espérant qu'elle va être la clé de tout un tas de choses, y compris dans le monde matériel. Je vous laisse imaginer les travaux sur la robotisation dans l'armée américaine et sur beaucoup d'autres choses, c'est-à-dire faire la guerre en ayant le moins de contingence possible par le recours à la mobilisation d'individus qui n'ont pas forcément envie d'aller se battre pour la bannière étoilée. Ce qui est déjà le cas depuis un certain temps. Vous savez comme moi quelle est la composition sociologique des troupes américaines depuis 20 ans. Donc il y a bien un problème. Les États-Unis sont devenus, non pas sans qu'on y prenne garde, parce qu'un certain nombre de gens s'en rendaient parfaitement compte, notamment en France et dans certaines administrations, une puissance archi-dominante dans ce monde en émergence. Il a fallu l'affaire Snowden pour un peu rendre ça public, mais c'est une réalité. Et c'est ce qui les encourage justement, d'autant plus à éviter toute forme d'autocritique ou toute forme de remise en cause, car ils s'estiment imbattables sur ce qu'ils appellent le monde de l'avenir, qui est le monde immatériel. Et là, pour l'instant, force est de constater qu'ils sont non pas la superpuissance, mais la totale puissance. Pour l'instant. Et c'est l'élément de blocage majeur. Car, vous l'avez bien compris, il y a eu un temps où on parlait, même dans des cours d'économie, du problème des oligopoles ou des monopoles. Dans le monde immatériel, qu'en est-il ? Il n'y a que des monopoles. Et pas de débat autour de ça. Donc on a un vrai souci sur cette question. Et ce souci permet d'ouvrir une brèche qui m'a amené justement à ce livre. C'est-à-dire, on peut aujourd'hui s'interroger sur une question simple et légitime qui prend à revers les positions dogmatiques ou autistes, mais si les États-Unis ne peuvent plus nous défendre, que se passe-t-il ? Et la légitimité d'une démarche sur la réflexion sur la puissance en France, elle est dans cette question. Pouvons-nous continuer à ne pas nous interroger sur cette éventualité ? Il n'y a pas un mot dans le livre blanc de la défense nationale sur cette question. Pas un mot. Et c'est là où c'est gênant. Car c'est une question, quand on va en Allemagne et qu'on tend l'oreille, quand on va au Japon et qu'on tend l'oreille, qui est posée. Quid de la couverture sécuritaire américaine dans les 50 prochaines années? Quid? Et dans ces deux pays, il y a des gens, et ce ne sont pas les groupuscules néofascistes, il y a des gens au sein de la classe politique allemande qui réfléchissent à cela. Et c'est toute la différence, hélas, avec nous. Car mon sentiment, c'est que les Malais et consorts, aussi travailleurs soient-ils, aussi serviteurs de l'État soient-ils, je ne suis pas sûr que ce soit une hypothèse de travail. Et ce qui me dérange, moi, petit Christian Arbulot dans mon coin à l'école de guerre économique, avec ceux avec qui je travaille, c'est que ce ne soit pas une hypothèse de travail, cette question. Car je la trouve complètement légitime. Complètement légitime. Et si on se pose cette question, vous avez bien compris que si on ne parle pas du mot puissance, je n'ai pas dit grandeur, j'ai dit puissance, c'est terminé. Tout le reste, ce sont des décors Catherine II de Russie. Le siège au Conseil de sécurité, l'armement nucléaire, pour peu qu'on ose l'utiliser, et la suite.
tout ce qui est en train de se réduire en peau de chagrin, je pense à l'armée conventionnelle en particulier. Donc vous avez bien compris que cette question, elle est essentielle, parce que cette question, qu'est-ce qu'il y a derrière cette question? Pour avoir un armement nucléaire, pour avoir une armée de métier, il faut de l'argent. Ça veut dire qu'il faut une économie forte. Il faut que la France s'enrichisse. Je n'ai pas dit retrouve sa croissance, j'ai dit, tout ça, on laisse ça aux chasseurs français, j'ai rien contre ce journal. Il faut que ce pays s'enrichisse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il conquiert des parts de marché. Et on sait au moins une chose depuis la démarche d'intelligence économique, et aussi avec d'autres écoles qui ont travaillé sur le sujet, c'est que ce n'est pas l'addition de l'extraordinaire savoir-faire de notre monde de l'ingénieur, de sa créativité, de nos entrepreneurs. Ça ne suffit pas à ça. Il faut qu'il y ait une réflexion stratégique sur qu'est-ce que c'est que la puissance. Et la définition de la puissance aujourd'hui n'est plus du tout celle que pouvait formuler Raymond Aron. Elle a énormément évolué, cette définition. Pourquoi elle a énormément évolué? Parce que on comprend bien aujourd'hui que pour avoir une suprématie, pour dominer, pour imposer sa volonté aux autres, la force militaire et ses résultats, pensez à la situation de la Grande-Bretagne à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ça peut aboutir à ce qu'on appelle une victoire à la Pyrrhus, c'est-à-dire une fausse victoire. Et qu'il est beaucoup plus intelligent de limiter au maximum le recours à la force militaire et d'utiliser d'autres moyens de coercition, de soumission pour imposer sa volonté aux autres. Donc, on comprend bien que cette grille de lecture, il faut bien qu'elle existe quelque part. L'autre jour, j'étais à un colloque de la direction du renseignement militaire, que je salue pour avoir fait ce colloque, l'organiser. Et il y avait dans la première table ronde tous les responsables principaux des services de renseignement et de sécurité français. Pas une seconde, je n'ai entendu évoquer le problème, quel est le rôle du renseignement dans la définition de la puissance. J'ai entendu parler d'un groupe de réflexion sur le renseignement économique, très bien, tant mieux, mais moi ce qui me tarabiscote, c'est, j'insiste, quel est le rôle du renseignement dans la définition de la puissance. Autrement dit, pour parler clairement, quel est le rôle du renseignement dans une politique d'accroissement de puissance? Car pour enrichir un pays, il faut accroître la puissance. C'est pas entretenir une pelouse ou regoudronner une route. C'est accroître la puissance. Et pour accroître la puissance, il faut des moyens de renseignement régaliens et pas simplement le cumul d'un marché privé de l'information qui est performant, qui existe et qui travaille pour un certain nombre d'acteurs économiques en France et ailleurs. Question, quel est le politique ou la politique qui saura définir un cahier des charges pour dire voilà le rôle de l'appareil de renseignement étatique dans une politique d'accroissement de puissance. On se met derrière une table, on distribue les copies et on ramasse. Et j'aimerais lire les copies. J'aimerais lire les copies. Qu'est-ce qu'ils vont écrire? Si je vois anti-prolifération, contre-terrorisme... Non, non, non. Ça, d'accord, ce sont des missions de sécurité. C'est quoi le rôle du renseignement dans l'accroissement de puissance? C'est quoi le rôle du renseignement dans le champ conflictuel qui superpose le matériel et l'immatériel, la guerre de l'information? Qui fait quoi? Qui est activé? J'ai participé en tant que privé, et j'en remercie encore Alain Juillet, à un groupe interministériel, j'étais le seul privé, je peux le revendiquer pour une fois, il n'y avait que des fonctionnaires avec moi, sur un sujet, les problèmes de manipulation de l'information. Guerre de l'information par le contenu. Conclusion du rapport, l'attaquant a l'avantage quasi systématique.
Le rapport a fini dans un tiroir. Pourquoi? Parce qu'il soulevait une question essentielle. Si dans un conflit, il est dit que l'attaquant a l'avantage systématique, ça veut dire quoi? Soit on ne se bat pas et on subit l'attaquant. Mais si on se bat, il va falloir attaquer. Et alors là, tous les bouchons de cérumen présents dans la salle ont explosé. C'est pas possible. Faire de l'intrusion informatique, c'est fun, on peut, et on se fait pas voir. Livrer des armes dans un pays verrou pour opposer des tribus, pour éventuellement contenir une zone géopolitique, c'est possible, et on essaie de se faire voir le moins possible. Mais mener une guerre de l'information par le contenu pour défendre des intérêts géoéconomiques essentiels pour la France, alors là, il n'y a plus personne sur le bateau. Plus personne. Et ça, c'est le problème. Parce que la guerre principale aujourd'hui dans les sujets qu'on étudie à l'école de guerre économique, elle est là. Ce sont des phénomènes informationnels archi-dominants. Et si là, il n'y a pas d'État français pour se battre, qu'est-ce qui reste? Il reste des gens, heureusement. Il reste ce que j'appelle des acteurs du marché privé de l'information. Mais ce n'est pas beaucoup. Ce sont des corsaires dans le meilleur des cas, s'ils servent une cause patriotique. Mais ça peut être aussi des gens qui ne servent aucune cause patriotique, c'est-à-dire qui ne se battent pas pour ce pays. Ça veut dire que sur cette question fondamentale, il faut trouver une réponse. Ou alors, mais dans ce cas-là, au moins c'est assumé, on dit haut et fort, nous ne voulons pas trouver de réponse. Mais au moins on l'assume. Haut et fort, nous ne voulons pas. Et c'est clair. Mais j'entends personne dire ça. On reste dans le flou artistique. Alors évidemment, il y a le nec le plus ultra de l'art du flou artistique. On ne le dit pas, mais on le fait. Extraordinaire, ça. Ça, honnêtement, ça ne me satisfait pas. Parce que quand on travaille sur les sujets, quand on voit qui est à la manœuvre, quand on voit qui prend des initiatives, quand je vois les États-Unis d'Amérique, travail que j'ai fait faire par un groupe de professionnels de l'EGE, à la manœuvre sur les révolutions arabes, ils ne se cachent pas. Tout est visible. Quand je vois comment les Russes sont en train de réagir aujourd'hui en contre-guerre de l'information par rapport aux États-Unis, beaucoup de choses sont visibles. Car dans la guerre de l'information, on peut l'étudier justement. Parce qu'on est obligé de parler, communiquer, écrire, diffuser. Donc on voit des choses, on voit des systèmes. Elle est tout à fait sous nos yeux, cette guerre de l'information. Alors certes, on ne voit pas qui orchestre, mais on voit une partie du système. Et c'est déjà très très important. Donc ça veut dire, et je terminerai là-dessus parce qu'il faut qu'on se parle un tout petit peu, si j'ai bien compris. Le chrono va très vite. Nous avons essayé de faire une grille de lecture. Je dis nous parce que je ne l'ai pas écrit tout seul, ce livre. Enfin, je l'ai écrit tout seul, mais vous avez bien compris qu'il est dans une dynamique. Et la question essentielle qui me préoccupe aujourd'hui, car j'estime que c'est la priorité de la France, c'est comment va-t-elle enfin oser définir sa puissance? Merci. Merci beaucoup.